Regardez un peu ce sacré embouteillage. Toutes ces lumières au loin sont des bateaux. Vous avez du 87, de l'essence 87. Non, pas de 87, monsieur. Je ressemble à un chasseur arabe, et c'est le moment où il y a le moins de monde en ville. Oui, c'est la première fois que je le vois comme ça. Même moins qu'à l'époque de la pandémie. En me promenant, je suis de plus en plus surpris par le vide de cet endroit. Bonjour depuis l'aéroport international de Dubaï. Après avoir été en Iran et après le début d'un conflit régional qui tient le monde entier en haleine, je suis venu ici pour voir comment se porte le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique, mais aussi pour prendre le pouls de la ville. Alors, n'en parlons plus et allons-y. 4 semaines après mon séjour en Iran, à la suite des plus grandes manifestations depuis des années, le détroit d'Ormuz est devenu l'épicentre d'un affrontement géopolitique inédit. Le 28 février 2026, des forces combinées des États-Unis et d'Israël ont lancé une campagne à grande échelle avec près de 900 bombardements en 12 heures. Visant les infrastructures nucléaires, navales, les silos de missiles et la direction iranienne, cette opération a abouti à l'assassinat du guide suprême, Ali Khamenei, qui serait ensuite remplacé par son fils Mojtaba. La réponse iranienne fut immédiate et massive, suivant la doctrine de saturation aérienne avec des missiles balistiques, de croisière et des drones à bas coût de type Shahed. La vague de projectiles a saturé les défenses d'Israël et des Émirats arabes unis, provoquant des incendies dans des aéroports et bâtiments, et a aussi visé des sites stratégiques et bases militaires au Qatar, Bahreïn, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Syrie et Irak. Au même moment, le blocus du détroit d'Ormuz a commencé. Le corps naval des gardiens de la révolution islamique a confirmé 2 jours plus tard la fermeture du détroit, tandis que la nouvelle d'attaque de drones navals et de projectiles contre au moins 2 pétroliers s'est rapidement propagée sur les marchés boursiers mondiaux. Le trafic maritime connaît son pire effondrement depuis la crise des années 70. Le Brent a dépassé 120 $ le baril et les pays du Golfe, pour la plupart alliés des États-Unis depuis des décennies et important jusqu'à 80% de leur alimentation par ce biais, sont passés en situation d'urgence d'approvisionnement. Aux Émirats, où la majorité des projectiles iraniens ont été dirigés, encore plus que contre Israël, le conflit a surtout frappé le secteur du tourisme. Après une année 2025 record avec près de 20 millions de touristes, l'arrêt des vols et le sentiment d'insécurité ont fait passer le taux d'occupation des hôtels de 80% à 20%. Les arrivées ont chuté de 2 millions à 450 000. Le 8 avril, après des semaines d'hostilité, un cessez-le-feu temporaire a été conclu entre l'Iran et les États-Unis, qui maintient le conflit dans une phase de stagnation tendue où les attaques ciblées, les abordages de navires et les menaces croisées ont continué. Dans cette vidéo, nous expliquons l'importance du détroit d'Ormuz, tout en parcourant les terres désertiques des Émirats afin de comprendre de plus près comment cette crise influence notre quotidien. Comment est la ville de nos jours ? Elle va bien maintenant. Elle va bien maintenant. Oui, après les attaques. Oui, elle va bien maintenant. Maintenant, ça va, mais il y a 2 mois, en février, et tout le monde est parti. Tout le monde est parti, surtout les touristes. Il n'y a toujours pas de touristes? Toujours pas de touristes ? Ouais, je pense que c'est peut-être seulement pour les gens d'affaires qui travaillent ici. Ouais, toujours. Trop de touristes viennent faire la fête, surtout des blancs. Il y a moins de circulation en ce moment, non ? Oui, ben moins de circulation. D'où viens-tu ? Je viens du Pakistan. Et les gens du Pakistan travaillent toujours ici. Ils ne sont pas partis, n'est-ce pas ? Oui, non. Depuis quand travaillez-vous ici ? Je travaille ici depuis 5 ans. 5 ans. Oui. Et c'est la période où il y a moins de monde en ville. Tu penses que... Oui, ces derniers temps, je le vois. Ces derniers temps. Avant le Covid, ce n'était pas comme ça. Mais j'ai lu que les Émirats... Ils ont de très bonnes défenses aériennes. Ouais. Quand même, on ne voit pas trop de grosses explosions. Ouais. La dernière fois, une roquette... Ouais. Ou un drone a frappé Dubaï. C'était il y a 1 mois peut-être ? Ouais, 1 mois. 1 mois ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup. D'ici à Al-Jadaf, je vois que ce camionneur arrive. Tu l'as vu ? Pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan ? Oui, et tout vient du Burj Khalifa où les défenses aériennes sont moindres.
Parce que ça arrive en une seule fois, peut-être 10 ou 15. Ah, Première étape de notre itinéraire d'aujourd'hui, l'aéroport international de Dubaï. Je vais louer une voiture pour faire un tour dans les Émirats, mais vous pouvez voir que, c'est à moitié vide. Normalement, cet endroit devrait être rempli de voitures, de taxis qui arrivent. Ici, c'est précisément le terminal des départs. Et donc, ce serait plein de voyageurs arrivant pour prendre leur avion. Et à l'intérieur, l'aéroport semble aussi moins animé. D'après ce que m'a dit la fille qui travaille là-bas à la location de voitures, elle m'a dit qu'il n'y a presque plus de touristes blancs qui viennent. Elle dit « blanc, pas de touristes. Les personnes à la pommade, oui. Oui, les personnes à la pommade, oui. » C'est vrai que le trafic de touristes a beaucoup diminué. Surtout les Européens, non ? Les Américains, les Australiens et d'autres parties du monde occidental, disons. Après des siècles où les Émirats ont basé leur économie sur la subsistance, les perles et la pêche, sont arrivées les décennies des pétrodollars. Ici, on a trouvé du pétrole, comme beaucoup le savent, et dans cette zone du Golfe Persique, dans d'autres pays aussi, et l'injection d'argent a été spectaculaire. Ils sont passés de tribus nomades vivant dans le désert à la construction de bâtiments géants, d'énormes masses de béton et de verre qui ont fleuri comme une véritable jungle d'asphalte au milieu du sable. Après des décennies centrées sur le commerce du pétrole, il y a quelques années, les dirigeants des Émirats, les cheikhs, ont décidé de miser sur une diversification extrême de l'économie. Cela incluait des secteurs comme la technologie, ainsi qu'un pari massif sur la logistique pour servir de pont commercial entre les continents, européens, africains et asiatiques, ainsi que sur le tourisme. En ce moment même, alors que j'enregistre cette vidéo, à la mi-mai, précisément le 14 mai, la ville se trouve dans une sorte de transition. La phase la plus difficile des attaques, pour ainsi dire, a été mise en pause, mais cette confiance internationale n'a pas encore été retrouvée. Surtout parce que le détroit d'Ormuz, vers lequel je me dirige maintenant, reste dans une sorte de blocage technique. Et selon les experts, même si la situation s'est déjà calmée, il est vrai qu'il faudra du temps pour que le trafic touristique d'avant le conflit se rétablisse. Et si la paix et la désescalade des tensions se confirment, dans le scénario le plus optimiste, la reprise partielle et l'augmentation du nombre de touristes ne commenceraient qu'au 3e ou au 4e trimestre de l'année, avec l'hiver. Après 1 heure et demie de route, je suis déjà arrivé au fort de Daja, dans l'émirat de Ras El Khaimah, au nord du pays, et tout près du détroit d'Ormuz. Voilà le fort de Daja, et vous pouvez voir l'emplacement où il se trouve, entouré de montagnes immenses, ce qui est une caractéristique du détroit d'Ormuz. Nous allons maintenant voir en détail l'oasis qu'ils ont créée ici. Comme je vous l'ai dit, je me dirigeais vers le détroit d'Ormuz et je voulais commencer par quelques détails historiques pour comprendre l'importance qu'il a aujourd'hui. Selon certains historiens, l'endroit où se trouve le fort et ses environs est habité depuis 5 ans. Si auparavant nous voyions cette petite oasis, ici s'en ouvre une 5 ou 6 fois plus grande et c'est l'une des raisons qui a permis à des gens d'y habiter de façon continue. Pendant des milliers d'années, à mesure que les civilisations se développaient, le commerce et la navigation dans le détroit d'Ormuz prenaient de plus en plus d'importance. Et avec l'essor des thalassocraties, c'est-à-dire des empires ou des royaumes dotés d'une flotte très puissante qui dominait en les mers. En particulier, je fais référence au Portugal et à l'Espagne de la fin du XVe et du XVIe siècle. Des nouvelles sont enfin arrivées jusqu'à l'autre côté de la planète, sur le vieux continent, l'Europe. Qu'ici, il y avait une perle commerciale pour laquelle il valait la peine de se battre. Les Portugais sont arrivés ici pour la première fois au début du XVIe siècle et l'ont dominé pendant 1 siècle. Ils se sont installés sur l'île d'Ormuz et, de là, contrôlaient le passage des navires marchands. Et eux, les Portugais, très intelligents, ne permettaient à personne de naviguer,
à moins d'avoir une sorte de certificat, n'est-ce pas, de navigation, ce qui serait aujourd'hui un permis pour lequel il devait en payer, bien sûr, c'est ainsi qu'il obtenait des revenus. Par la suite, au XVIIe siècle, en 1622, la Compagnie anglaise des Indes orientales avec l'Empire perse se sont alliés. Les Anglais ont fourni la flotte et les Perses l'armée de terre, et ils ont chassé les Portugais d'ici. À partir de ce moment-là, les royaumes locaux ont retrouvé leur présence dans le détroit, aussi bien du côté perse que du côté arabe, et cela a duré jusqu'au XIXe siècle. Jetez un coup d'œil à la forteresse. Regardez, c'est du sable de plage pur, avec ce qui ressemble à de la paille et des coquillages mélangés à des pierres. C'est vrai qu'il faisait avec les moyens du bord, n'est-ce pas? Si tu compares ça à un château, eh bien, ça reste un peu fragile. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un endroit important. Même s'il paraît plus ancien, ce fort a été construit au XIXe siècle. Et ici, une bataille épique s'est déroulée pour les habitants contre l'Empire britannique, l'un des derniers endroits où une résistance a été opposée, avant que le traité de paix ou de trêve ne soit signé, à partir duquel ces États ont commencé à être connus comme les États de la trêve, ceux qui sont aujourd'hui les Émirats arabes unis. Eh bien, toute ma joie est tombée à l'eau. Je voulais m'aventurer dans les montagnes jusqu'à un belvédère qui se trouve près de la frontière avec Oman. Voilà, un policier était là, la route barrée, il m'a demandé de faire demi-tour. Et c'est ce que j'ai fait. Derrière ces montagnes, à seulement 4 ou 5 kilomètres à vol d'oiseau, se trouve Oman. Je voulais venir ici pour vous montrer à quoi ressemble la géographie et la nature à la pointe du détroit d'Ormuz. Voilà. D'énormes montagnes de pierre. Si à Dubaï nous sommes au niveau de la mer, ici les montagnes, certaines, les plus hautes, s'élèvent à plus de 2000 mètres. Quand j'ai demandé au policier pourquoi la route était fermée, si c'était à cause de la situation actuelle, il m'a répondu « Yes, brother ». Oui, frère. On ne peut pas monter plus haut, pourtant c'est une attraction touristique. Pour vous donner une idée, avant que la phase chaude du conflit ne commence, entre 120 et 170 navires passaient ici chaque jour. Aujourd'hui, avec un peu de chance, il en passe 10 tout au plus. Et ceux qui le font, souvent, déconnectent le système de suivi, éteignent les lumières, parce que c'est très risqué. Parmi les navires qui parviennent à passer actuellement, on estime que celui qui a le plus de succès est la Chine, qui possède une flotte énorme et, profite aussi des relations commerciales avec l'Iran, avec un taux de réussite d'environ 20%. Ce blocus et ce sentiment d'insécurité ont fait que la prime de risque des compagnies d'assurance qui assurent les navires a augmenté jusqu'à 4000%. Laissez passer de 0,25% de la valeur du navire à 10% dans les moments les plus tendus. Actuellement, elle est d'environ 4 à 6% à un prix valable seulement quelques jours car la situation évolue chaque semaine. Cela fait qu'il y a actuellement environ 2000 navires et 21 000 marins bloqués dans le golfe Persique, incapables de bouger, attendant que la situation se calme. Et imaginez ce que cela implique. Toute cette rétention de pétrole, et pas seulement de pétrole, mais aussi de marchandises comme les engrais, qui sont très nécessaires pour certains pays qui ne peuvent pas les produire eux-mêmes, a donc ralenti l'économie. Comme nous l'avons déjà vu dans les vidéos sur l'Iran, jusqu'à 20% du pétrole mondial passe par ici. En fait, les premiers effets de cette crise pouvaient déjà être ressentis dans des pays africains ou d'Asie du Sud-Est. En réponse au blocus iranien à Hormuz, l'administration de Donald Trump a annoncé un contre-blocus naval le 1er mai dernier, visant à étouffer complètement les exportations de pétrole brut de Téhéran depuis les principaux ports du Golfe. Depuis, les États-Unis et leurs alliés gardent des navires de guerre près des eaux territoriales iraniennes pour empêcher la sortie de ces cargaisons en haute mer. Au-delà des navires officiels iraniens, ce déploiement a un objectif prioritaire, la flotte dite fantôme.
Il s'agit d'un réseau mondial de navires, généralement des pétroliers obsolètes, qui opèrent en marge du système financier et d'assurance international. Créé pour contourner les sanctions et transporter du pétrole brut de pays sous embargo comme le Venezuela, la Russie ou l'Iran, cette flotte utilise souvent des pavillons de complaisance de petits États sans tradition maritime ni accès à la mer. Par ailleurs, pour se dissimuler dans le trafic international dense, ces navires éteignent ou falsifient leur signal GPS grâce à des techniques d'usurpation satellitaire. Ainsi, la marine américaine pourchasse cette flotte clandestine, bloque leur passage, aborde les navires et confisque la cargaison, arguant qu'ils violent les sanctions internationales et financent le terrorisme. Confrontées à la menace et à la hausse des primes d'assurance, les grandes compagnies maritimes évitent les risques et détournent leur flotte par le cap de Bonne-Espérance, prolongeant le trajet de 20 jours et compliquant la chaîne d'approvisionnement mondiale. En même temps, la crise se double dans le détroit voisin de Bab el-Mandeb, la clé qui relie l'océan Indien à la mer Rouge et à la Méditerranée. Là-bas, les forces supplétives de l'Iran au Yémen, les rebelles Houthis, ont lancé une campagne d'attaque ciblée contre tout navire ayant des intérêts américains, britanniques ou israéliens. La gravité stratégique de ce double étranglement naval est telle qu'à la mi-mai, elle a provoqué un sommet d'urgence entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Lors de la rencontre, le dirigeant chinois a fait référence à un avertissement historique, le piège de Thucydide, cette théorie qui explique comment la crainte d'une puissance hégémonique face à l'ascension d'une puissance émergente conduit souvent à une guerre inévitable. En évoquant la Grèce classique, Xi Jinping a envoyé un message clair à la Maison-Blanche. Si les deux superpuissances ne font pas preuve d'une grande responsabilité, le monde risque un conflit armé mondial. Une courte halte technique avant la prochaine étape. Nous allons faire le plein d'essence. Cette station-service appartient à ADNOS, Abu Dhabi National Oil Company, ou la Compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, qui est la plus répandue dans tous les Émirats. Je suis curieux de savoir quel est ça le prix du pétrole, enfin de l'essence ici. Je ne pense pas que ce soit très cher. Bonjour monsieur, excusez-moi. Vous avez du 87, de l'essence à 87. Pas 87, monsieur. 91, 95, 98. D'accord, merci. Eh bien, le voici, à 3,48 € le litre. Je l'imaginais beaucoup moins cher. 30 litres 100 dirhams. Ce qui fait environ 25 €, un peu moins, 20-25 €. Bien sûr, je m'imaginais que ça allait être donné, genre à 20 centimes le litre, mais non, c'est presque 1 €. De toute façon, c'est moins cher qu'en Espagne. Et une autre chose qui m'a surpris, je ne sais pas d'où vous me regardez, mais en Espagne, on a l'essence classique, 95 octanes, et 98, et ici ils ont mis 91 maintenant. Et à l'agence de location de voitures, on m'avait dit que je pouvais même mettre du 87. C'est incroyable tout ce qu'ils construisent, et ils n'arrêtent pas de construire ici, aux Émirats Arabes Unis. Regardez un peu. Des tas de maisons, de lotissements, et de l'autre côté de la route, vous avez ce qui semble être des réservoirs d'eau pour approvisionner toutes ces villes, non? Les gens, les parcs, tous les 20 ou 30 km sur cette route, j'en ai déjà vu, voire même moins, tous les 10 km. Tu vois d'énormes usines de dessalement. Maintenant, avant de continuer ce périple à travers les Émirats Arabes Unis, je suis venu dans un parc d'aventure appelé, de Fauconnerie, qui se trouve à l'intérieur d'un hôtel de luxe du Ritz-Carlton. Je crois que c'est par ici, c'est le seul que j'ai trouvé. La fauconnerie de la péninsule arabique m'a toujours beaucoup fasciné. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des façons dont les chasseurs nomades sont devenus des experts. En utilisant des oiseaux de proie pour chasser leur proie. Et apparemment, il y a un spectacle ici. Allons voir comment c'est. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment, n'est-ce pas? Non. Seulement les week-ends. Seulement le week-end. Maintenant, il ne reste plus que les clients. Bonsoir, monsieur Victor. Bonsoir, merci beaucoup. Please. Êtes-vous prêt? Donnez-moi votre main gauche, monsieur. Le voilà.
Oh, elle l'a fait tomber. Elle ne va pas être en colère, non? Elle chasse pendant la nuit ou aussi pendant la journée? C'est une très bonne question. Ce monsieur nous a demandé quel serait le moment de chasse d'Ashley, parce que je sais que la plupart d'entre nous avons entendu en grandissant que les chouettes sont entièrement nocturnes. Elle chasse la nuit, mais ce n'est pas toujours vrai. Il existe environ 200 espèces de chouettes et 3 types de périodes d'activité. Comment connaître leur moment de chasse? Et en même temps, elles ont 3 couleurs d'yeux différentes, et nous pouvons connaître leur période d'activité en regardant la couleur de leurs yeux. Ashley a les yeux orange, signe qu'elle est une chouette crépusculaire. Elle chasse à l'aube et au crépuscule, puis se repose l'après-midi et la nuit. Voulez-vous la renvoyer? Oui, comment dois-je faire? Il suffit de la diriger vers le poteau, puis de pousser. Bien joué, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous aimez son nom? Qui a le meilleur nom, Ashley ou Zeus? Zeus est un très bon nom. Oui, c'est vrai. Merci. Magnifique. Les aigles, pas avec les hiboux. Avec les aigles et faucons, ils pourvoient à leurs besoins et à ceux de leur famille. Maintenant, vous allez voir à quel point les faucons sont omniprésents aux Émirats arabes unis. Des billets du gouvernement aux logos officiels, dans les hôpitaux, partout où vous allez, vraiment, même sur leur passeport, ils ont un faucon. Aux Émirats arabes unis, ils respectent tellement le faucon que c'est le premier pays au monde à avoir construit un hôpital uniquement pour lui. L'hôpital des faucons d'Abu Dhabi a été fondé au début des années 1990. C'est aussi le premier pays à délivrer un passeport pour les faucons. Oui. Le passeport pour faucons existe vraiment, ils ont leur propre passeport. Ce gars-là en a un, et si jamais je veux expédier ce faucon hors du pays, je devrais prendre l'avion. C'est uniquement à cause du respect pour cet oiseau. Le respect remonte à de très nombreuses années. Eh bien, il y a plus de 2000 ans au Moyen-Orient, alors qu'il n'y avait rien d'autre que le désert froid ici, les gens ont commencé. Les habitants locaux ont commencé à travailler avec cette créature afin de survivre. Et voici à quoi cela ressemble. Peux-tu monter sur ce rocher pour moi? Il pourrait simplement marcher comme une poule. Oui? Quelle est ta décision aujourd'hui? Ce n'est pas grave, il est parti. La raison pour laquelle... C'est passé. Donc, comme je l'ai dit, ce cuir agit comme une vraie proie. Vous pouvez le voir, il s'y accroche et il ne veut pas me le rendre. Si j'arrache cette proie de sa bouche, cela va nuire à notre relation. Donc je vais lui offrir une tête de poulet juste là. Pour cette tête de poulet, il a complètement laissé tomber la proie. Combien peut coûter l'un de ces faucons s'il est vraiment exceptionnel? J'ai entendu que ça pouvait coûter des millions, non? 100%. Ici, aux Émirats. 100%. Maintenant, il y a des différences entre les espèces de faucons. Cependant, le faucon le plus cher est soit le faucon sacré, qui est l'un des faucons à l'apparence la plus dorée que vous puissiez voir. Cependant, ce ne sont pas les plus chers. Le faucon le plus cher de toute la planète est le faucon entièrement blanc, qui n'a aucune autre couleur que le blanc. Et c'est le faucon gerfaut, qui est aussi de grande taille. Et ce faucon peut se vendre pour des millions, des millions. Un prince en Arabie Saoudite, il s'est vu vendre un faucon par un gars du coin ici pour environ 20 millions de dirhams. Et ainsi se termine le spectacle avec le faucon dans mes mains. Regardez quelle magnifique créature. On dirait un chasseur arabe en ce moment. Ravi de vous avoir rencontré. Bonne chance, au revoir. Qui aurait cru que je finirais aujourd'hui dans un hôtel de méga luxe en train de regarder les faucons et les oiseaux de proie? C'est gigantesque. Ici, ce n'est que la section aventure, avec du tir à l'arc, une petite place pour les enfants, non? Et ce que nous venons de voir... Mais regardez, il y a même... C'est quoi ça? On dirait des gazelles, enfin des petites chèvres du désert ici. Et vous avez vu, il y avait pas mal de monde là-bas au spectacle. C'est-à-dire que le luxe ne s'arrête jamais.
Le luxe se moque des conflits. Eh bien, après 1 heure et demie de route depuis l'endroit des faucons, je suis déjà dans la ville de Fujairah, accompagné d'un chat qui me semble très affamé. Le pauvre. Je n'ai rien, mon grand. Si j'ai commencé la journée dans la partie la plus occidentale de ce détroit, maintenant j'ai voulu la terminer dans la partie la plus orientale. Et la raison est très simple. Ici à Fujairah, comme si les cheikhs émiratis avaient la conscience du risque de tout avoir du côté fermé du golfe Persique. Ils ont construit et développé la ville portuaire de Fujairah. Ces lumières blanches que vous voyez là-bas au fond, c'est le début d'un immense territoire dédié au port et à la logistique. De cette façon, en le construisant sur cette rive, il est évident de rester coincés à l'intérieur du golfe, et ils ont une sortie naturelle vers l'océan Indien, et en fait vers le reste du monde. De plus, même s'il y a actuellement une trêve, il y a eu récemment, il y a à peine 3 ou 4 jours si je ne me trompe pas, une attaque contre ce centre logistique, et contre ce port de Fujairah. Donc ici, comme vous pouvez l'imaginer, le GPS fonctionne un peu mal, et c'est mieux ainsi. Et on peut voir ici et là un hélicoptère militaire en patrouille. Et si je vous disais que c'est le port là-bas, jetez un œil à ce gros embouteillage qu'il y a. Toutes ces lumières que vous voyez au loin, orange, jaune et blanche, ce sont des bateaux. Des cargos, des pétroliers, des bateaux de tout type attendent que le passage par le détroit redevienne possible. Les lumières se perdent à l'horizon. Un autre point important, c'est qu'à part les bateaux, pendant que je roulais sur la route jusqu'ici, jusqu'à Fujairah, j'ai dû croiser au moins 50 km de files de camions transportant des conteneurs et d'autres marchandises. C'est exagéré. J'imagine que cela a à voir avec le port de Fujairah et sa logistique, mais aussi avec cette situation de blocus qui existe actuellement. 50 km de camions transportant des conteneurs de Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, Costco, des conteneurs chinois aussi. Ce qui signifie que, d'une certaine manière, il faut trouver un moyen d'écouler ces marchandises. Eh bien, depuis ici, en étant témoin de la situation qui tient l'économie mondiale en haleine, je vais reprendre la route vers Dubaï et je considère la journée d'aujourd'hui terminée. Bonjour depuis Dubaï. Depuis l'hôtel où je suis resté, je voulais vous montrer ce que l'on peut avoir en ce moment à Dubaï pour 35 €. 35 € une fois converti. Un véritable hôtel de luxe, comme vous pouvez le voir. Une table pour travailler, une télévision. Les bouteilles d'eau toujours prêtes, une cafetière, une bouilloire, un fer à repasser. Même si ça ne se voit pas, j'ai repassé la chemise d'hier. Mais comme elle est en lin, elle se froisse rien qu'en la regardant. Vous avez même une table à repasser, un peignoir, tout ce qu'il faut. Coffre-fort, sèche-cheveux, ici un tapis pour prier si vous êtes musulman. Et voici la salle de bain. Une salle de bain complète avec sa douche, ses toilettes, brosse à dents, kit de toilette personnel. Le prix mentionné inclut le petit déjeuner et l'hôtel. Pour vous donner une idée. Il y a une piscine, une salle de sport, un spa aussi, même si je crois que le spa est payant en supplément, mais la salle de sport et la piscine sont incluses dans le prix. Pour que vous puissiez vous faire une idée du changement de prix que cette situation a entraîné. Cet hôtel, en haute saison ou à pleine capacité, peut facilement coûter 100 € ou plus au taux de change. C'est vrai que je ne suis pas en centre-ville, mais je ne suis pas non plus très loin en périphérie. L'aéroport est par là, à seulement 10 minutes, 15 en voiture, et ça là-bas c'est le métro qui t'emmène directement au centre-ville. J'ai quelques heures avant de devoir aller à l'aéroport pour prendre le prochain avion, donc je vais prendre un petit café,
Et ensuite, on va au centre pour voir comment est Dubaï en période de conflit. La première chose que je vais faire, c'est prendre le métro pour voir comment il est. Il est déjà plus de 9 h du matin, vous n'imaginez pas la chaleur qu'il fait, on dirait Séville en août à 2 h de l'après-midi. Je disais que même s'il est 9 h, ce n'est pas l'heure de pointe. Je veux voir comment est le métro, mais je ne m'attends pas à ce qu'il soit vide. Parce qu'au final, ceux qui ont arrêté de venir, du moins pour le moment, ce sont surtout les touristes, principalement occidentaux, non. Et les gens qui bossent, les travailleurs, disent ce sont eux qui prennent généralement le métro. Eh bien, ils sont toujours là pour l'instant. Regardez ça, c'est curieux. Des antennes 5G avec des panneaux solaires. Et c'est pareil que ce que je voyais hier sur les routes ici à Dubaï. L'ampleur des constructions, non? On voit sans cesse des bâtiments en construction. Quel plaisir cette fraîcheur de la climatisation. Moi qui ne suis pas très favorable à la climatisation, je n'aime pas trop l'utiliser, mais là c'est totalement nécessaire. Comment tu trouves le métro? Il y a moins de monde maintenant? Oui, même dans le métro. Des travailleurs, des touristes ou tout le monde? Rien, pas de touristes. L'une des choses qui a d'abord attiré mon attention dans le métro, c'est que vous avez différents wagons. Dans ce cas, c'est la classe or, la cabine or. Pour un prix un peu plus élevé, tu paies un peu plus et tu peux voyager plus confortablement. Mais vous avez aussi un wagon exclusif, une voiture, si on veut être précis dans le langage ferroviaire, une voiture exclusive pour les femmes et les enfants. C'est celui dont je vous parlais, réservé aux femmes, et voici le reste du métro. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي EN. المحطة القادمة هي. Le métro est vide. Franchement, contrairement à ce que j'ai connu lors de mes autres visites, ici où il était bondé, mais bien sûr c'est une branche, donc c'est une ligne plus petite, ce n'est pas celle du centre, on va voir maintenant. Ici, lors du changement de ligne, on commence déjà à avoir plus de monde. Comme vous pouvez le constater, surtout des gens, je dirais qu'ils viennent d'Inde, du Pakistan, de ces régions-là, aussi des Philippines. Il y a beaucoup de travailleurs philippins ici, et aussi d'Afrique subsaharienne. Mais par contre, des Blancs, des touristes, on en voit à peine. Pour ne pas dire, eh bien, je n'en vois aucun en ce moment. On va devoir entrer en se bousculant, serré. Regardez comme le métro est bondé. Il y a eu des bousculades pour entrer et pour sortir. Comme vous l'avez vu, c'est plein. Maintenant que je vais au Burj Khalifa et au centre commercial, je voulais jeter un œil ici pour voir comment est la circulation et bon, jugez par vous-même. Je dirais qu'il y a effectivement moins de voitures en général, même si, comme vous pouvez le voir, il y a toujours des voitures qui passent. Ce n'est pas désert ici, bon, et enfin nous sommes arrivés au Dubai Mall, voyons à quoi ça ressemble. Pour l'instant, je le trouve plus vide que d'habitude. C'est vrai qu'il n'est pas encore l'heure de pointe. Ça se remplit plus vers l'après-midi, mais normalement, tout ça serait plein, surtout en parlant de l'entrée du métro. Regardez ce que j'ai trouvé ici. Le fameux chocolat de Dubaï. Le chocolat de Dubaï est presque au même niveau, toute proportion gardée, que le chocolat belge ou le chocolat suisse. Ici, il est devenu super célèbre et il a déjà sa propre étiquette. Chocolat de Dubaï, qui est un chocolat fourré au kunefé, une sorte de fromage frit et de pistache. Eh bien mince, c'est la première fois que je le vois aussi vide. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de présenter ce centre commercial. Quiconque connaît un peu Dubaï le connaît déjà, c'est sûr, il est immense. Il y a toutes sortes de boutiques de luxe, des boutiques normales aussi, de la technologie, des restaurants, en fait même des restaurants de luxe.
Il y a comme une sorte de allée du luxe, non, n'est-ce pas? Même à l'intérieur du centre commercial lui-même, rien que pour avoir le centre commercial. Ils ont même des pingouins ici, dans une sorte d'aquarium qu'ils possèdent. Eh bien, c'est un aquarium géant de plusieurs étages de haut, où il y a des requins, des raies, je ne sais pas, toutes sortes de poissons. Quand tu le vois la première fois, tu hallucines et tu te demandes comment un tel aquarium est dans un centre commercial. Voilà Dubaï et ses curiosités. Vous avez même des squelettes de brontosaures, ou enfin je ne sais pas si c'est un brontosaure, mais ça y ressemble. Et j'allais oublier, il y a aussi une patinoire. Plus je me promène, plus je suis vraiment surpris de voir à quel point c'est vide ici. Parce que même les cafés, tu te dis bon d'accord, peut-être que les gens ne vont pas faire du shopping à 10h du matin, mais ils vont quand même prendre un café, prendre leur petit déjeuner, non? Et ensuite ils se promènent un peu par ici, même les gens du coin j'oserais dire, eh bien non, rien du tout. C'est super vide. Et là, vous avez l'impressionnant Burj Khalifa, le plus grand bâtiment du monde, actuellement le plus haut. Et cette place, tout comme le centre commercial, est vide. Ici, d'habitude, de nombreux touristes prennent des photos et profitent du spectacle de la fontaine un peu plus loin, qui a lieu toutes les demi-heures ou toutes les heures. Avec le Burj Khalifa derrière moi, je termine ici. Le temps nous dira si cela n'est que temporaire et si Dubaï retrouvera cette croissance exponentielle qu'elle avait accumulée ces derniers mois et ces dernières années. Merci beaucoup de m'avoir accompagné et, comme je le dis toujours, on se retrouve à la prochaine. Ciao!